Enfin, nous sommes à l'heure, quand même, je crois. Oui. Et nous donnons la parole à Julien Folleras pour son intervention « Les livres d'association, une méthode chirurgicale ». Merci. Bonjour à toutes et à tous. Alors, pour vous parler de la méthode de libre association et de la difficulté de son application, j'aimerais vous faire part de mon expérience en tant que psychanalysant, car avec un peu de recul, je me rends compte que la position de psychanalyste ou de supposé psychanalyste est indissociable de celle de psychanalysant. Tout d'abord, j'ai commencé à parler de mes angoisses et de ma souffrance à un médecin, M. Grandet, que je rencontrais pour la première fois, alors que mes symptômes commençaient à devenir pour moi handicapants. Plutôt que de m'orienter vers un psychanalyste de sa confiance, il me renvoya à ma détresse avec quelques conseils avisés et quelques pilules d'une herbe douce que j'aurais en ce temps-là préféré fumer. Étudiant en première année de psychologie, je commençais à lire Freud, et je trouvais dans ses écrits une description parlante de ce bouillonnement intérieur que je ne pouvais encore nommer. J'allais voir alors M. Grancey, un psychanalyste diplômé d'une université de psychologie réputée. Ce dont je me souviens, c'est qu'il passait la durée de la séance dans un silence absolu. Après une semaine de vacances pendant laquelle je fis un rêve perturbant, je pris la fuite. Quelques mois plus tard, suite à un événement qui perturba le semblant d'équilibre que je trouvais dans mes symptômes, je rencontrai Madame Grandbé. Elle se présentait comme psychanalyste jungienne, ce que je ne savais pas encore être une hérésie. Tantôt, elle faisait des séances de sophrologie. Tantôt, elle m'écoutait pendant 45 minutes, quand elle ne me parlait pas elle-même de ses propres difficultés. Retrouvant alors le peu de pommade qui me permit de masquer le combat intérieur que je tentais de ne pas voir en face, je repris ma route, jusqu'à ce que mon désir revienne frapper à la porte de mon aliénation. Sur les conseils d'une amie, je rencontrai alors M. Petita. Dès la première séance, qui me marqua par la chaleur dont il faisait preuve à mon égard, il m'annonça la couleur. 3 séances par semaine et le respect d'une règle que personne encore n'avait clairement déclinée. Mon désir était ferré. De semaine en semaine, je découvrais une psychanalyse dynamique qui produisait des effets dans mon corps et dans ma façon de voir le monde. J'allais, avec un désir décidé, rencontrer cette part obscure de moi-même que je tentais vainement, au prix d'une grande énergie, de me cacher. Au bout de quelques mois, l'inévitable arriva. Ce qui ne peut manquer de se produire quand une psychanalyse est bien dirigée. Je fus envahi par le retour du refoulé, par des pensées, des images qui m'étaient insupportables. Ce fut une période très douloureuse pendant laquelle je ne voyais pas d'issue. J'étais noyé, submergé par une tempête intérieure qui m'empêchait de prendre la moindre distance. La seule chose qui me faisait tenir, c'était de voir que le psychanalyste était là pour m'aider à supporter. Il m'invita à venir davantage, me reçut tantôt tard le soir, tantôt le week-end, parfois plusieurs fois la même journée. En un mot, il était à son poste, avec un désir solide. Et je me rends compte avec un peu de recul qu'il dirigeait la cure sans lâcher sur ce qui est le principe même de son efficacité, les libres associations. En vous faisant part de mon expérience personnelle, je veux bien sûr interroger la formation et le désir du psychanalyste, mais surtout, je veux insister sur le terme de conflit psychique, qui n'est pas mesuré, à mon avis, à sa juste valeur. C'est bien plus qu'un simple conflit, c'est une guerre. Une guerre qui se joue entre les différentes instances psychiques. Le symptôme est la trace de ce conflit latent qui fait rage à l'intérieur du psychisme. Dans toute guerre, il y a des morts. Je pense bien sûr au passage à l'acte, mais également aux maladies organiques. Parfois, ce sont les collègues, les amis ou la famille qui payent le prix de ce combat intérieur que l'être préfère ignorer. Parfois, ce sont des nations entières. Certains choisissent aussi une autre stratégie pour ne pas se confronter à l'horreur du champ de bataille, ils désertent. Ce faisant, tentant de fuir un conflit qui se situe en eux-mêmes, ils passent à côté de leur vie, ils passent à côté de ce qu'ils ont de plus cher,
leurs désirs. Même dans une psychanalyse, et je parle encore en tant que psychanalysant, c'est beaucoup plus simple de trouver toutes sortes de stratégies pour éviter la guerre intérieure que de se confronter au retour du refoulé, à ce retour de flamme qui peut être très douloureux. Après plusieurs mois pendant lesquels M. N a beaucoup de mal à parler, voici ce qu'il réussit à dire. Je n'ai pas envie d'avancer, d'aller bien, parce que pour que j'aille bien, je vais devoir passer par un moment où je serai très mal. Voici un des visages de ce conflit intrapsychique qui se manifeste au quotidien dans la clinique. Pour que l'aide puisse accéder à ces pensées insupportables et libérer l'énergie qu'il gaspille à lutter contre leur retour, le psychanalyste doit y mettre du sien. Il doit mettre de son désir sur la table d'opération. Pour ce faire, il dispose de nombreux outils afin d'opérer dans les différents champs dans lesquels se manifeste la résistance. Dans son dernier séminaire du 25 mars 2014, Fernando de Amorim a pu théoriser un certain nombre de techniques qui nous permettent de préparer le terrain afin que le wagon du discours puisse réintégrer les rails des associations libres, pour reprendre sa métaphore qui est très parlante cliniquement. Si le psychanalyste peut travailler avec des outils d'une précision millimétrée, il faut parfois qu'il retrousse ses manches pour tenter de désamorcer un conflit qui peut dégénérer. Par exemple, dans le cas de M. N, ce fut un combat quasiment quotidien, pendant lequel il se refusait à parler, pendant lequel il voulait abandonner, déserter le conflit. Je m'y suis opposé à plusieurs reprises, parfois fermement, en utilisant l'autorité du transfert que je prends soin de nourrir depuis le début. Pendant ces quelques mois, il avait quitté la voie des associations libres, et il fallut que je descende me battre sur le champ de bataille pour qu'il ne cède pas aux résistances et reprenne le chemin des libres associations. À force de travail et de patience, en supportant le transfert, il eut le courage d'accoucher cette parole, qui fut un tournant dans sa cure. À partir de ce moment, le train de ses pensées put à nouveau rouler sur les rails des libres associations et il put alors accéder à des souvenirs douloureux qu'il avait refoulés. Une autre stratégie inventée par Fernando de Amorim pour remettre le train des libres associations sur les rails est la technique de la nomination. Voici deux exemples qui témoignent de l'importance de cette rectification subjective. Dans les discours de M. P, apparaît beaucoup le pronom indéfini « on ». Je l'interroge sur ce « on » pour qu'il puisse parler en son nom. Je généralise, mais je ne sais pas pourquoi. Je lui demande s'il n'a pas une idée pour tenter de lever le refoulement indiqué par le « je ne sais pas ». Et j'utilise la technique de la première pensée pour l'aider à vaincre la résistance. Et il dit « Je dis on pour me camoufler, pour me cacher, pour fuir. » C'est impressionnant comment en partant juste du on arrive à faire sortir tout ça. Madame Y, parlant de ses difficultés dans sa relation de couple, dit, Jean-Baptiste, « C'est comme si je dois quelque chose. Donnez un nom à cette chose. C'est assez moche ce qui me vient à l'esprit. Ne jugez pas, lui dis-je, pour dépasser la résistance, et l'invite à associer ses pensées. Et elle dit, c'est comme si je dois une espèce de fidélité à mon père. Avec l'hypnose et la méthode cathartique, Freud s'est rendu compte que la plupart des symptômes, notez que je ne mets pas symptômes psychiques, donc symptômes, sont des équivalents de symboles mnésiques qui ne cessent de se reproduire psychiquement et que ceux-ci sont déterminés par des expériences traumatisantes, bien souvent refoulées. Dans ses études sur l'hystérie, il parle de représentations pathogènes qui restent chargées d'émotions, des représentations qui ne peuvent être reproduites dans un chaînon associatif, car marquées du sceau de l'interdit. Ce qu'il va découvrir de déterminant, c'est que le fantasme peut être tout autant traumatisant qu'un événement vécu, que la réalité psychique de l'être humain est indissociable du rapport de l'être au symbole, du rapport de l'être au signifiant.
S'il souffre donc de ces pensées inconscientes, il fallait le génie et le désir de Freud pour franchir le pas et inventer une méthode adaptée qui ne se contente pas, comme une psychothérapie, de mettre de la pommade sur une plaie, mais au contraire d'affronter les traumatismes dans leur versant à la fois fantasmatique et événementiel, d'opérer là où l'être est le plus à vif. Je prends très au sérieux le qualificatif de ramonage que Bertha Pappenheim donna à l'expérience qu'elle fit avec Breuer et Freud. Ce que l'on peut observer au fur et à mesure d'une cure, et je parle à la fois en tant que psychanalysant et en tant que clinicien, c'est la fluidification de la circulation de l'énergie psychique. En luttant pour ne pas accéder à ces pensées refoulées, l'être en souffrance gaspille une quantité impressionnante d'énergie qui se manifeste comme compromis dans le symptôme. Ce qui est très sensible cliniquement, c'est qu'en accédant petit à petit aux voies associatives qui restaient alors inaccessibles, non seulement l'être liquide petit à petit les symptômes qui le font souffrir, mais il dispose d'une plus grande quantité d'énergie pour agir dans la voie de son désir. En passant par de nouvelles liaisons de pensée, nous dit Freud, nous procédons à des forages. Là où l'être commence à sortir des chemins de pensée qu'il maîtrise, nous voyons bien souvent dans son discours qu'il lutte pour se frayer un nouveau passage, une nouvelle voie de pensée qui était obstruée. C'est dans ce travail où il se démène pour se dégager un chemin que le psychanalyste opère très minutieusement, l'encourageant à avancer malgré l'obscurité et l'aidant à dégager les résistances qui s'interposent devant ces nouveaux frayages. Ce que Lacan a souligné en reprenant Freud, et qui est sensible cliniquement, c'est que plus l'être approche dans